Benito Mussolini a dit que les notions de citoyen et de soldat étaient inséparables. Dans le fascisme, c'est de cette osmose qu'il s'agit d'abord. Nous avons l'obligation d'aimer notre pays, notre patrie, notre famille. Le tout bien visible en bleu, blanc, rouge. De les défendre contre les envahisseurs, de préserver son sang et sa culture. Pour Bertolt Brecht, le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution par temps de crise. Tout son théâtre illustre cette façon dont les hommes se laissent aller à croire des fadaises par paresse. J'aime pas les gens bêtes, parce que la bêtise, c'est de la paresse. À ne pas se fatiguer à s'informer, à se soumettre par faiblesse ou mimétisme, et soudain, se réveiller dans un ordre établi. Je voudrais encore citer Léon Trotsky, pour qui la dernière ressource de la bourgeoisie est le fascisme, qui remplace, écoutez bien, les critères historiques et sociaux par des normes biologiques et zoologiques. On perd peu à peu nos acquis pour en arriver à jeter sur les étrangers, les assistés ou les plus pauvres, la responsabilité de la gabegie et de nos errances. Ce serait, ajoute le bon Léon, une façon de se libérer de toute restriction dans la lutte pour la propriété capitaliste. Vous me suivez ? Acculés comme ils sont, les oligarques et les gros propriétaires de journaux ou de télé sont prêts à tout pour préserver leurs biens et les faire prospérer, quitte à instaurer en France un régime très autoritaire. On le voit avec Barnier et Retailleau, on le voit surtout avec Bolloré. On le voit aussi avec Arnaud, Saadé, Bouygues ou Kretinsky. Ces hommes-là vendent des armes, du béton, des parfums ou du gaz, et ils possèdent tous les grands médias et les maisons de cinéma ou d'édition. Contrairement à ce que pense Macron, ce sont eux les maîtres de nos horloges. Et ils ont besoin de journalistes, d'éditorialistes et d'hommes politiques à leur service pour nous amener où ils veulent. Ils savent très bien où ils vont. Et ils ont l'embarras du choix chez les politiques comme chez les petits soldats de la désinformation pour entreprendre ce travail d'intoxication des esprits. Il y a 20 ans, Patrick Lelay, alors PDG de TF1, avec une candeur ou une sincérité qui n'aurait plus de mise aujourd'hui, avait énoncé son credo. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Sa chaîne de télévision avait pour mission de capter l'attention des téléspectateurs pour la vendre aux annonceurs. Aujourd'hui, les marques ont toujours la main. Il suffit de voir Corporate, notre nouvelle émission, qui le décrypte. Mais les nouveaux oligarques ont tous, et c'est insolite, un dessein politique affiché. Je vous donne ici mon ticket qu'ils préfèrent, et de très loin, Marine Le Pen, à n'importe quelle figure souhaitant plus d'État, plus de services publics ou d'impôts sur les grandes fortunes. Et je parle de la vraie gauche, pas de la gauche Canada Dry de Bernard Cazeneuve. Canada Dry avait la couleur de l'alcool. Son nom sonnait comme un nom d'alcool. Sa bouteille ressemblait aux bouteilles d'alcool, mais ce n'était pas de l'alcool. Ou pire, de Manuel Valls. D'une certaine manière, Israël est en première ligne et se bat aussi pour nous. Blast est un des rares médias de service public qui résiste à la doxa ambiante. On a lancé notre campagne d'abonnement et de dons cette semaine. Pensez à nous. Brecht a dit aussi « Qui ne connaît la vérité n'est qu'un imbécile. Qui la connaissant la nomme mensonge, celui-là est un criminel. » Voilà où je voulais en venir. La vérité, le mensonge, le sens des mots, le journalisme, les engrenages dans lesquels on se laisse prendre. Je me suis donné beaucoup de mal et fait preuve de pas mal d'érudition pour en arriver à cet instant. Je voudrais évoquer ici, dans cet édito d'automne, le cas assez dramatique
liberticide et in fine invraisemblable des programmes de CNews tous les matins, en particulier une émission qui a pour nom Morandini Live. Vendredi 11 octobre 2024, Morandini Live numéro 1515 sur CNews. Tout ça pour ça, me direz-vous? Oui, absolument. Jean-Marc Morandini. Rien que de devoir énoncer son nom et son prénom, ça m'épate. Comment et pourquoi dépenser de l'énergie à évoquer cet histrion cathodique, ce bavard impénitent, ce pantin réactif, nerveux, plein de morgue et de certitude? Son cas est intéressant, car cet homme-là est le maillon faible d'une histoire qui parviendra peut-être, avec le temps, à ébranler l'édifice qu'il supporte et à faire trembler la main qui le nourrit. Passons vite sur sa condamnation en première instance pour harcèlement sexuel. Il a fait appel. Passons sur son obligation à suivre des soins thérapeutiques pour nous intéresser à son lien très particulier avec Vincent Bolloré, qui a confessé très tôt une dette envers Morandini. On sait qu'il lui doit ses premières bonnes audiences sur Direct 8, mais on a du mal à comprendre ce degré de fidélité. Intéressons-nous à ce que représente Morandini. Lui, ses affidés, ses invités, son émission quotidienne sur la chaîne poujadiste et affabulatrice du milliardaire catholique et réactionnaire de Concarneau. L'épisode que nous venons de vivre à Blast et qui va trouver son point culminant dans le Morandini Show du 11 octobre dernier est en tout point remarquable. Tout commence le 7 octobre, un an après les massacres des civils et des soldats israéliens. Nous organisons avec nos amis d'Orient 21 à Blast un faux direct avec une dizaine d'invités. Dans ce climat macartiste qui veut que dès qu'on recherche des causes à la haine et à la guerre, on soit taxé d'antisémite, l'objectif était d'analyser les dérives du paysage médiatique et politique français dans sa capacité à rendre compte de cette guerre à Gaza. Est-ce que vous condamnez les tueries des Israéliens à Gaza? Des civils. C'est-à-dire que c'est un peuple qui a... C'est-à-dire qu'en fait, Israël ne vise pas des civils qui contamine aujourd'hui tout le Moyen-Orient. Parmi nos invités, Michel Sibony, porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Appel juif international contre le génocide à Gaza. Depuis plus de 10 mois, tous les jours à Gaza, des vieillards, des femmes, des enfants, des hommes sont sciemment visés et tués. UJFP, une association née en France, mais qui a des ramifications partout en Europe et dans le monde, et qui est très implantée aux États-Unis, a peu parlé. Mais chacune de ces paroles était pesée. Ça me donne froid dans le dos de regarder ce que je suis en train de voir, et je suis pas la seule, je sais, sur le monde qui nous est réservé, si c'est valide comme outil de gestion de population ou de gestion du monde, le génocide. Un extrait d'une de ses interventions où elle met en cause la politique colonisatrice d'Israël est posté sur les réseaux sociaux le lendemain de l'émission. C'est à partir de cette intervention qu'une fake news et une polémique bidon vont être fabriquées de toutes pièces par une bande organisée de journalistes, d'éditorialistes et de partisans de la politique guerrière de Benjamin Netanyahou. Je vais répéter tranquillement ce que nous dit Michel Sibony, militante pacifiste, professeure de français à la retraite, juive soudain violemment ostracisée. Il est probable que faisant cela, je reçoive en retour les mêmes ignominies reçues tout au long de cette semaine par elle ou par certains d'entre nous, menacés de mort, traités de saleté ou de crevure islamo-gauchiste. C'est fatigant. J'ai beaucoup d'empathie pour toutes les victimes de cette histoire. Les victimes juives du 7 octobre et les victimes palestiniennes depuis et avant le 7 octobre. Et je pense que de ces deux narratifs qui se sont affrontés, le narratif juif israélien, nous sommes dans la légitime défense, comme si un oppresseur, envahisseur et occupant pouvait être dans la légitime défense,
contre le narratif palestinien. Cet argument de fond et de bon sens est important car on voit bien, pour qui connaît un minimum la situation à Gaza, que dans l'acte terroriste du Hamas et du djihad islamique organisé le 7 octobre, l'oppresseur originel est celui qui construit les hauts murs, enfermant depuis tant d'années 2 millions de Gazaouis. Un mur géant construit par Israël à la frontière avec la bande de Gaza. Je le dis platement, mais ce serait bien qu'on arrive à comprendre qu'en fait, il y a un seul narratif. Que tous ces gens-là, les Juifs morts le 7 octobre, et tous ceux qui ont suivi le 7 octobre, sont des victimes du régime colonial. Tous sont les victimes du régime colonial. Et que tant qu'on ne touchera pas à ce régime, et qu'on ne le posera pas comme la pierre angulaire de tout ce qui est en train de se passer, rien ne sera possible. Ces propos peuvent choquer, mais il faut les entendre comme une base de discussion, un sujet à débattre. Ils sont tenus par une prof ayant famille et amis à Jérusalem. Nos détracteurs vont omettre de citer le long préambule où elle dit son empathie pour les victimes juives, pour ne garder que ces mots. Mais en réalité, si on acceptait de considérer que les Juifs qui ont été tués le 7 octobre ont été tués parce qu'ils sont pris dans le système colonial qui fait d'eux des privilégiés, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient des gens bien ou pas, c'est pas la question. Structurellement, ils sont pris dans un système qui les désigne comme cible. D'où la peur des Israéliens, et une peur justifiée, sauf qu'on lui donne de faux motifs à cette peur. On lui dit, c'est le terrorisme. Non, ce n'est pas le terrorisme. Il y a une guerre de libération. Le 7 octobre, c'est un des épisodes, et tout ce qui s'est passé depuis, parce que c'est pas le 7 octobre, c'est un des épisodes d'une guerre de libération d'un peuple opprimé et colonisé. Tant qu'on n'accepte pas ça, on est dans une forme de barbarie, qui est un narratif qui écrase l'autre et un peuple qui en écrase un autre. Michel Sibony, à l'instar de nombreux juifs pacifistes et de Palestiniens ou d'observateurs non impliqués dans le conflit, a-t-elle le droit de s'exprimer ainsi, de rappeler ce qui est d'une telle évidence quand on considère la Cisjordanie? Israël mène une politique colonialiste, exproprie les Palestiniens, se moque du droit international et écrase toute velléité émancipatrice du peuple palestinien. L'extrait va être sorti de son contexte et balancé sur X par un certain Harry Kutz avec ce commentaire « Quelle horreur !» Il est repris par Caroline Fourest, qui fustige la monstruosité froide d'une certaine pensée décoloniale, qui enferme les êtres dans des systèmes pour mieux justifier leur mise à mort. Elle ajoute que, bien sûr, c'est sur Blast et c'est à vomir. Juste avant, ses deux copines avaient lancé les hostilités. D'abord, la rédactrice en chef du Point, Géraldine Vosner, qui écrit « Blast, le souffle de la propagande antisémite », puis Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion, qui ajoute que notre antisémitisme est décomplexé. Un article du journal du dimanche, propriété de Bolloré, intitulé « Guerre de libération d'un peuple opprimé, quand Blast souffle la haine des Juifs en plein 7 octobre », vient parachever l'entreprise de démolition et de manipulation. Michel Sibony est juive. Elle explique, comme d'autres en d'autres temps et d'autres lieux, et aujourd'hui comme des milliers d'Israéliens, de chercheurs, d'historiens, de journalistes de par le monde, d'hommes politiques, de pacifistes, qu'on ne peut pas comprendre la révolte sanguinaire, ultra-violente et terroriste du 7 octobre si on ne l'inscrit pas dans un contexte général, dans le contexte d'une guerre coloniale menée par Israël contre les Palestiniens. Et cette guerre s'est accélérée sous le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Où est la justification des crimes? Où diable se cache la plus petite once d'antisémitisme là-dedans? Nulle part. Le propos est réfléchi, rationnel, aucunement scandaleux. Même si, bien sûr, il peut heurter, bousculer, parce qu'il pousse à aller plus loin dans l'analyse. Mais il ne mérite ni invective, ni violence, ni injure. La réaction de la meute est emblématique de cette époque et de cette hégémonie médiatique où la France est comme une tête de gondole en matière de censure. Je viens de faire un long entretien avec l'historien italo-américain Enzo Traverso de l'université de Cornell. L'étonnement vient du fait que ce mot n'apparaît jamais dans les grands médias, dans les grandes chaînes d'information, dans la presse, lorsqu'il s'agit de parler de cette guerre. Je vous invite à l'écouter. Il ne dit pas autre chose.
et se lamente de voir la France sombrer corps et âme dans un obscurantisme où toute parole dissonante est marginalisée et diabolisée dans une grande cacophonie médiatique. J'ai annoncé porter plainte au nom de Blast contre ceux qui nous traitent d'antisémites. On va le faire car cette guerre des mots est essentielle. Mais là aussi, on a besoin de votre soutien, car si les attaques sont violentes, les procédures sont onéreuses. L'histoire ne s'arrête pas là. On se prend des accusations de toutes parts, des soutiens aussi nombreux, car le sujet cristallise les haines et les passions tristes. Et donc, le 11 octobre, vers 10h30, roulement de tambour, le sieur Morandini entre en scène avec une émission spéciale Immersion, où d'abord un jeune journaliste d'un média d'extrême droite a pris un risque fou en allant poser son micro à Barbès. Un document et un témoignage exclusif. Vous allez voir la réalité du quartier Barbès à Paris. Grand remplacement, racisme anti-blanc, tous les poncifs y passent. On se croirait à Groland. Au Groland, il n'y a pas que le port du voile qui déclenche la polémique. Le port du rideau, emblème de la noblesse grolandaise, pose lui aussi problème. Moi qui ne regarde jamais Morandini, j'y crois pas. Tant c'est mauvais, peu argumenté, nombriliste, stupide, mais aussi inquiétant. Car plus d'1 million de personnes, dont une majorité de retraités, vont voir ces images frelatées. Tu veux nous montrer le titulaire? Tu peux montrer? Enlève ton masque. Sois courageux, baisse ton masque. Et là, Morandini lance. Et pendant ce temps, en toute impunité... sur le média d'extrême gauche Blast, Michel Sibony affirme que le 7 octobre est, je cite, une guerre de libération d'un peuple opprimé. Et qui est militante de l'organisation antisioniste pro-palestinienne. Elle est militante de l'organisation antisioniste pro-palestinienne. Donc déjà, rien que l'intitulé de l'organisation, on a compris ce que c'est. Bon. Arrêt sur image. D'abord, ce n'est pas parce que CNews est un média qui revendique son positionnement à droite que Blast est un média d'extrême gauche. Ensuite, Morandini, tout énervé qu'il est à bouffer du gauchiste, a mal lu sa fiche Wikipédia, car l'association de Michel Sibony est l'Union juive française pour la paix et aucunement son blougui-boulga pro-palestinien. Ils veulent des émissions où on apprend quelque chose et on ne se contente pas d'avoir des gens qui viennent faire leur show en plateau. Vous noterez le sérieux du gars qui enchaîne donc en nous invitant à bien écouter, car Michel est en train de justifier les meurtres de centaines de juifs, en disant que c'est normal ce qui s'est passé. Elle est en train de justifier une attaque terroriste en disant qu'au fond, c'est normal ce qui s'est passé. C'est pas autre chose ce qu'elle dit. Écoutez-la. C'est toujours le même système. On renverse les choses. On renverse les choses, maître. Philosophe, l'animateur. Il donne alors la parole à une invitée qui se tient sagement droite sur sa chaise et lâche. C'est la justification en fait d'un massacre. C'est la justification en fait d'un massacre. Okay. Donc la légitimation du pogrom du 7 octobre, ce qui constitue clairement pour moi, à mon sens, une apologie du terrorisme. Là, j'avoue humblement, je m'y attendais pas. Une apologie du terrorisme? Un pogrom? Ben voyons. Mais le délire se poursuit. Je pense aussi, dit le puissance Morandini. Après, c'est à la justice de faire son travail, modère quand même maître Muriel Waknin-Meki, présidente de l'Organisation juive européenne. C'est ce qu'indique le synthé sous la dame aux lunettes. Vous allez déposer plainte? Évidemment, et il y a déjà une plainte qui est déposée, si je ne veux pas trop m'avancer, mais il me semble bien qu'il y a une plainte. En tout cas, si elle n'a pas été déposée, elle le sera. Elle va l'être. Vous allez déposer plainte, insiste l'œil luisant, la lippe humide, Morandini. Elle va l'être. Après, c'est à la justice de venir rappeler la règle de droit. Jette la dame, passablement énervée, qui insiste. C'est à la justice de rappeler les règles de droit. Tant que nous n'aurons pas suffisamment de décisions rapides et fermes sur ce que l'on considère aujourd'hui en droit français comme des apologies du terrorisme, tant qu'on ne dira pas qu'on n'a pas le droit de tenir ce type de propos, on aura ce type de personnage. Et là, on est clairement dans une apologie du terrorisme. Les deux spécialistes du droit que sont Morandini et l'avocate, dont l'association revendique 55 avocats encartés, vont pérorer sur le code pénal et la nécessité de faire taire les terroristes que par glissement sémantique, nous devenons. En cherchant un peu, on découvre assez vite que son association a pour mission en France de promouvoir la politique de Netanyahou et du gouvernement israélien qui voit les Palestiniens comme des animaux humains. On est à 5 ans d'emprisonnement pour ce délit-là. Selon elle, nous méritons au minimum 5 ans de prison. Rien que ça.
Surtout que Morandini voit une autre raison de nous enfermer. Elle peut même justifier et donner des idées à certains en disant puisque c'est justifié, bah, moi aussi je vais passer à l'action. On pourrait, par nos propos, donner des idées à certains, dit-il. C'est que ces propos-là peuvent s'imprimer dans des esprits moins bien construits, plus faibles. Et la dame de renchérir. Le législateur sait que ces propos peuvent s'imprimer dans les esprits moins bien construits, plus faibles, et qui pensent qu'on a le droit de commettre des actes de terreur parce qu'ils sont légitimés comme des actes de résistance. On regarde effaré leur cheminement quand le petit journaliste à moustache, vous savez, le préado infiltré qui a risqué sa life à Barbès. Ils veulent des émissions où on apprend quelque chose et on ne se contente pas d'avoir des gens qui viennent faire leur show en plateau. Il s'appelle Jordan, comme Bardella. Tiens donc Jordan prend la parole. Il force sa voix, c'est édifiant. J'ai noté précisément que... Quand elle parle de tuer parce que pris dans un système colonial, comme s'ils n'étaient pas tués parce qu'ils étaient juifs et détestés par le Hamas. Bon d'accord, mais encore, et le Tartuffe de s'interroger. C'est une libération d'aller violer des femmes à l'arrière des pick-up, sérieusement. Vous ne me croyez pas ? Voyez la suite. Elle dit ne pas l'accepter. Ne pas accepter, c'est une libération, c'est une forme de barbarie. Pardon, mais la barbarie, c'est ce qui a été fait par le Hamas. Et là, comment dire ? On assiste en direct à un très incroyable triple saut périlleux arrière du sieur Morandini qui lâche soudain. Vous vous rendez compte que Blast, ils sont en train d'expliquer que c'est eux, en fait, qui sont droits, c'est eux qui sont clean, c'est eux qui disent la vérité. Ensuite, la petite équipe s'en prend à Salomé Saké, à Rima Hassan, et à un vieux reportage de Blast où nous avions pris un flic dans une manifestation en flagrant délit d'exhibition de son arme et qu'il déforme, comme d'ailleurs à l'époque Raphaël Enthoven l'avait déformé pour mieux nous traiter de manipulateurs. Tout était faux et nous avions répondu à l'attaque. On voit là encore les passerelles entre tous ces gens qui s'autocitent les uns des autres et se passent le relais, CNews, JDD, Europe 1, Franc-Tireur, Conspiracy Watch, que des amis. Et là, Morandini, en vieux briscard du journalisme, de nous donner un ultime conseil. Et c'est quoi leur métier ? C'est quoi ? Qu'ils aillent nettoyer des vitres ? C'est très drôle ce que t'as fait. Oh, qu'est-ce que c'était drôle, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi drôle. Bravo, ça c'est bien. Arrête, oh c'est bon, on perd du temps là. Tu vois, il faut qu'on renettoie maintenant. Je n'avais jamais pris la peine de regarder Morandini jusqu'alors. Et comment dire ? Je ne regrette pas le voyage. J'ai été servi. Entrée, plat, dessert et lavage de vitres. J'en ressors essoré, mais plus conscient du danger qui nous guette. Morandini, comme d'ailleurs Pro ou Hanouna, a un métier. Il est animateur télé et petit soldat de Bolloré. Nous avons une profession. C'est très différent. Nous sommes journalistes. À part attiser les haines et les veuleries, à part diffuser des fakes et faire la promo du Rassemblement national, à part afficher son inculture et sa bêtise crasse, qu'est-ce qu'a fait Morandini pour mériter son statut chez Bolloré ? Où a-t-il fait preuve de journalisme ? Comment ce triste sire peut-il nous conseiller de laver des vitres, lui qui sent l'Airwick à plein nez ? Morandini, putain. Lui et sa bande de picroquets. Picroquets, ça vient de chez Rabelais. Je cite Rabelais. Accu de foirard, toujours abonde merde. Lui et sa bande de picroquets qui chaque jour ensemencent les cerveaux paresseux devraient faire des excuses les plus plates aux laveurs de vitres. Pardon. J'ai dû écrire un bon millier d'articles à Libération, des dizaines de livres, réaliser autant de documentaires. J'ai fait Clearstream et résisté à leur procès. Et on a fait Blast, qui n'est pas un média d'extrême gauche, mais un journal sérieux qui se décline en site et en web TV. Nous sommes soutenus par des dizaines de milliers de gens sensibles, intelligents, que Bolloré insulte tous les jours. Plus il nous insulte, plus les gens nous aiment. Une vingtaine de journalistes bossent à Blast pour informer librement le plus grand nombre. Ou plutôt les contre-informer, vu les fake news que ces gens-là sortent tous les jours pour nous intoxiquer et nous amener tout droit vers un régime autoritaire. Ils nous salissent. Chaque mot qui sort de leur bouche, de leur cloaque de poule, comme dirait mon ami Lefred, est une injure à l'intelligence. Plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections, mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Cette réalité, ce sont les forces du mal. Nous nous intéressons aux faits, nous analysons les situations avec rationalité. C'est ce qui nous permet d'affirmer, à l'instar de centaines de sociologues, d'historiens, pour beaucoup Israéliens, que le conflit qui s'étend aujourd'hui de Gaza au Liban est avant tout une guerre coloniale.
Les émissions de CNews ressemblent de plus en plus à une immersion dans un asile pour gens très nerveux qui parlent vite et réfléchissent très peu. Suivre du matin au soir leur talk show, c'est comme voyager au bout de la nuit. On en sort éreinté, stressé, irritable, jamais heureux. Vous pensez que vous allez le refaire, le train de nuit ? Oui, mais avec les couchages, ça serait mieux. Même carrément déprimé quand il nous reste 2 ou 3 neurones. Car c'est avant tout une entreprise qui s'en prend à notre cerveau et à notre intelligence. Comme ils ont un grand patron très religieux, je vais filer la métaphore biblique pour finir. Et je remercie mon pote Jean-François Diana de m'avoir soufflé cette idée. Dans les temples et les cathédrales, il y a toujours des marchands qui nous vendent des horreurs en plâtre en faisant croire que ce sont des originaux. 20 shekels. Right. What? They what? Wait a minute. Oh, we're supposed to haggle. Ils crient fort, ils sont nombreux. Les badauds, les esprits faibles et les gogos se font avoir. Ce pourrait être rigolo et sans conséquence, ça ne l'est pas. On vit une période en tout point dangereuse et glissante. Jean-Marc Morandini est la figure de proue de cette dérive et de ce délire. Souvenez-vous, qui ne connaît la vérité n'est qu'un imbécile, mais qui, la connaissant, la nomme mensonge, celui-là est un criminel. Je ne suis pas sûr que Jean-Marc Morandini comprenne ce qui se joue. Son cas est désespéré. C'est derrière nous. Et j'ai eu un ordre de commencer à enlever 2 maisons qui on avait le permis et tout ça. Et puis en fin de journée, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. C'était mon édito de rentrée, en pleine campagne de dons et d'abonnements. Si vous aimez ce qu'on fait et ce qu'on raconte, si vous aimez nous voir résister face à toute cette connerie, merci de vous abonner et de faire des dons. Vu l'adversité, on en a besoin. À vrai dire, on n'en a jamais eu autant besoin. Je voulais le faire court et concis, cet édito, mais comment dire ? Je vous quitte donc avec cette séquence en direct live de la maison CNews, où Christine Kelly, l'ex-faire-valoir de Zemmour, fêtait ses 5 ans. C'est un peu le pendant de Morandini au féminin. Elle est la première animatrice biblique et habitée du PAF. Habitée par un esprit frappeur. Toc, toc, toc. Qui est là ? Je n'oublie rien. Vous êtes des résistants, vous qui nous regardez tous les soirs, des résistants de la liberté d'expression. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. J'ai pensé, en voyant cette séquence, aux vrais résistants et à Joseph Kessel, qui a écrit ces paroles de résistance aux nazis et qui doit assurément se retourner dans ce qui lui reste de tombe. Allez, salut et abonnez-vous. Vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.